Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler de football, la CAN Égypte 2019. Les Aigles du Mali qui ont terminé la phase de poule sur une bonne note. Ils ont obtenu 7 points en faisant 2 victoires et un match nul. Les protégés du coach Mohamed Magasuba vont rencontrer la Côte d'Ivoire le lundi prochain en 8e de finale. Quel bilan peut-on tirer donc de ce premier tour des Aigles du Mali à la CAN Égypte 2019? Pour parler de ce sujet, nous avons 3 invités qui sont Demba Mamadou Traoré, entraîneur adjoint des Aiglonneux du Mali. Bonsoir Demba. Bonsoir Maria. Mamadi Diakité, dit Ben Barek, chroniqueur sportif à la radio Bamakan. Bonsoir. Bonsoir Maria. Salif Diakité, journaliste sportif au site d'information Foot Mali. Bonsoir Salif. Bonsoir Mariam, bonsoir tout le monde. Moi c'est Mariam Maïga. Le Grand Dialogue. Alors coach, qu'est-ce qui constitue la force de cette équipe malienne? Je pense qu'on a une jeune équipe, une jeune équipe constituée de beaucoup de jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas encore 10 sélections, hormis quelques anciens. Ensuite, dans l'effectif, je pense qu'on a plus de 10 joueurs qui jouent pour une première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Ils n'avaient jamais joué. Ensuite, c'est une équipe constituée de jeunes qui, pour la plupart aussi, sont passés par les centres de formation, tels le centre Jean-Marc Guillou et les centres de nos clubs ici au Mali. Donc ce sont des centristes, c'est-à-dire ce sont des enfants qui aiment le jeu, qui aiment le ballon. Donc une équipe joueuse. Donc la force de cette équipe réside dans sa jeunesse, mais aussi et surtout les talents qui constituent cette équipe. Après une préparation moyenne, c'est-à-dire 2 défaites, contre l'Algérie et une première défaite contre le Sénégal et un match nul contre le Cameroun. L'équipe a fait une préparation moyenne. Peut-on dire que l'encadrement a tiré les enseignements nécessaires? Oui, certainement, l'encadrement a tiré les enseignements nécessaires, on peut le dire. Il faut dire que vous l'avez rappelé, la préparation n'a pas du tout été à la hauteur. Vous avez souligné, le Mali a concédé 2 défaites et un match nul. Mais souvent, il est bon de perdre lors des matchs de préparation que lors de la phase finale. Vous l'avez constaté, lors de ces 3 premiers matchs, le Mali quand même a réalisé 2 victoires et un match nul, ce qui est déjà une bonne chose pour les Aigles du Mali, parce qu'il faut dire qu'il y a 6 ans de cela, le Mali quand même n'avait pas du tout franchi le premier tour. Alors déjà, on a puis terminer à la première place de notre poule, ce qui est très satisfaisant. Donc, après une CAN sans victoire, la CAN 2019, le Mali fait 2 victoires, un match nul. Ben Barek, est-ce que les Aigles ont répondu à l'espoir de tout un peuple? Les Aigles ont répondu à l'espoir de tout un peuple. Je rejoins Salif et puis Demba. Vous le savez, les 2 dernières éditions de la Biennale du football africain ont été marquées par un tableau sombre par rapport aux Aigles du Mali. Des sorties où le Mali n'a pas pu franchir bien le premier cap pour être dans le cap des knock-out, c'est-à-dire la phase des éliminations directes. Et cette année, après une préparation au minimum, vous l'avez bien résumé, qui a été marqué par des défaites, mais surtout un match nul avec les Lions indomptables du Cameroun. Le Mali, l'encadrement technique est parvenu à faire ce qu'on appelle une très bonne évaluation de ces rencontres amicales. Et ces évaluations ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, premier de notre groupe, avec 2 victoires, un match nul, mais aussi 4 buts, 6 buts marqués et 2 buts encaissés. Cela veut dire tout simplement qu'on a une artillerie qui fonctionne à merveille, même si souvent les hommes qui sont devant cette artillerie ne marquent pas. Ça veut dire tout simplement que toute l'équipe nationale du Mali peut marquer. Il faut voir, les buts ont été marqués par des attaquants, des milieux de terrain et même souvent des défenseurs. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un ensemble cohérent pour une balle, il y a un ensemble cohérent pour défendre, il y a un ensemble cohérent pour faire face vraiment aux défis offensifs.
Pour résumer ce que Ben Barek vient de dire, 6 buts marqués, 2 buts encaissés. Coach, est-ce que les prestations de ce premier tour rassurent pour la suite? Ça rassure parce que quand on sait un peu que cette équipe en partant à la Coupe d'Afrique, les interrogations c'était d'abord par rapport à la défense de l'équipe, ensuite par rapport au contenu de jeu que cette équipe pouvait nous proposer. Mais on s'est rendu compte que le duo Mola Mamadou Fofana Nojo dans l'axe central, peut-être moi je dirais, à part les 15 premières minutes du match contre la Mauritanie, c'est un duo qui a répondu présent. La défense a rassuré. Sur 3 matchs déjà, s'ils sont parvenus à mettre 6 buts, en n'ayant encaissé que 2, ça veut dire, et les 2 buts ont été encaissés sur des situations standards, sur pénalty, ensuite sur coup franc. Donc je pense que c'est une défense qui rassure. Et dans le contenu de jeu proposé à partir de la médiane jusque devant, je pense qu'on a une équipe homogène. Même si la mayonnaise n'est pas là à 100%, on a une équipe joueuse pleinement. Donc les attentes ont été comblées. Salif, on sait, d'après le coach, les attentes ont été comblées. La défense, elle est bien présente. Elle n'a encaissé que 2 buts. Mais au même moment, beaucoup d'internautes se posent des questions sur la forme de Djigui Diarra. Est-ce que Djigui Tien est à la hauteur de cette compétition? Oui, Djigui est à la hauteur de cette compétition, mais il faut noter quand même qu'il n'est pas du tout rassurant dans ses interventions. Ce qui est très très important pour un gardien de but, ses prises de balles doivent être rassurantes et pour lui-même et pour ses défenseurs. Alors, on a constaté lors des 3 premiers matchs, Djigui n'a pas du tout été rassurant. S'il peut parler avec ses défenseurs, essayer de ne pas se mettre trop de pression, j'espère que ça va aller. Ça va aller, Ben Barek, pour la suite. On sait que la suite, c'est bien sûr au Mali, Côte d'Ivoire. Sachant que la Côte d'Ivoire, c'est la bête noire du Mali en phase éliminatoire directe. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller parce que les statistiques, l'historique en matière de football n'est que de la littérature. La réalité des matchs d'hier ne peut pas être obligatoirement celle d'aujourd'hui. Tout match est un match en temps réel. Sinon, quand on prend les éléphants de Côte d'Ivoire et les aigles du Mali, en termes de confrontation, les éléphants de Côte d'Ivoire ont gagné plusieurs rencontres face à cette équipe nationale du Mali. Mais les joueurs ne sont pas les mêmes, les années ne sont pas les mêmes, les motivations ne sont pas les mêmes, les cadres ne sont pas les mêmes. Donc ça peut aller. Ça peut aller à condition que l'encadrement technique, c'est vrai, nous avons terminé premier de notre groupe avec une statistique digne de ce nom, 6 buts marqués, 2 buts encaissés. Mais quand on prend tout cela, tout n'a pas été rose pour cette équipe nationale du Mali. Je prends d'abord la jeunesse de cette équipe. C'est une équipe dont la moyenne d'âge se situe entre 26 et 25 ans. Il y a plus d'une dizaine de joueurs qui n'ont jamais participé à une phase finale de la Biennale du football africain. Donc, c'est la jeunesse. La jeunesse a ses avantages. Ses avantages sont quoi? L'insouciance. C'est faire plaisir sur un terrain de football. Et ces jeunes sont des centristes, comme Demba l'a bien souligné, quasiment venus du centre Jean-Marc Guillou et de certains centres de la capitale malienne. Et ils ont les fondamentaux du football, ils ont eu à avoir les backgrounds du football. Donc, ils peuvent se faire plaisir, ils n'ont pas peur d'affronter les gens sur le plan technique individuel et technique collectif. Mais c'est un couteau à double tranchant. Et cette insouciance peut pousser aussi ces jeunes à être souvent déconcentrés. J'ai vu cela lors des deux dernières rencontres, notamment contre la Tunisie. Et hier, c'était contre les Palancanegra de l'Angola. Les 20 premières minutes, on a vu que cette équipe nationale, au niveau des milieux de terrain et au niveau de la défense, n'était pas tellement concentrée. Sinon, on a vu ni Tété, la maladresse et surtout la classe d'un Djigui Diarra, le Mali pouvait encaisser 2 buts lors des 20 premières minutes de cette rencontre. Moi, je crois que l'entraîneur national et son staff vont tout mettre en œuvre pour faire une évaluation digne de ce nom sur le plan offensif, sur le plan de la récupération des ballons au niveau de la ligne médiane, mais surtout le dispatching. Parce que le Mali, jusque-là, n'a pas ce qu'on appelle un playmaker.
quelqu'un qui peut accélérer, quelqu'un qui peut temporiser, quelqu'un qui peut mettre vraiment dans les positions idéales les hommes de l'avant. Donc si on n'a pas ça, on doit essayer de tout faire pour tirer le maximum d'enseignements, faire une bonne évaluation et puis mettre les mauvaises choses dans la poubelle et avancer avec les belles choses que nous avons pu avoir jusque-là dans cette compétition. Cela va être devant un adversaire qui est double champion d'Afrique, 92 à Dakar, 2015. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas une petite équipe. Mais le Mali aussi, dans sa position d'outsider, peut faire mal, très mal à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Si on tout simplement que nous croyons, là, ça peut passer. Parce que je vous dis, la réalité d'hier n'est pas obligatoirement celle d'aujourd'hui en matière de football. D'accord, je vous prends au mot. La réalité d'hier n'est pas la même chose que la réalité d'aujourd'hui. Mais vous évoquez tantôt la jeunesse de l'équipe malienne. Coach, est-ce que la jeunesse de l'équipe du Mali dont on parle tant, on est la moyenne d'âge, si je pense que les gens disent c'est 24 ans, est-ce que cette jeunesse peut être un atout? C'est un atout dans la mesure où il a dit une équipe joueuse qui a une certaine insouciance dans le jeu, c'est-à-dire qui n'a pas froid aux yeux, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de tout ce qu'on peut avoir devant, mais de ce qu'ils ont en eux, donc leur propre valeur. Mais aussi et surtout, je pense que Ben Barek a touché aussi un mot qui est hyper important, c'est-à-dire dans le jeu de l'équipe nationale du Mali, version 2019, il ne faut pas qu'on oublie que c'est une équipe en pleine reconstruction. Quand Magashouba prenait cette équipe il y a 13 ou 14 mois, je pense que la première sélection des Djadje et Doudou dans l'équipe nationale première a été saluée par bon nombre de Maliens. Donc les gens ont tout simplement dit de donner le temps à cette équipe d'être construite. Donc il y a eu des joueurs qui sont venus, il y a certains qui sont partis. Entre-temps, je pense que la mayonnaise est en train de prendre. Mais en partant à la CAN aussi, je pense que pour beaucoup de Maliens, c'était une équipe qui partait peut-être pour jouer le premier tour ou sortir du premier tour. Mais en réalité, on ne s'était pas fixé d'objectifs comme il faut. Mais après le premier match, après le second match, je pense que beaucoup ont commencé à dire on peut aller loin, on peut faire beaucoup, on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup en basant sur la jeunesse de cette équipe, d'accord, mais il ne faut pas oublier que la jeunesse aussi, dans une équipe de football, il y a aussi des conséquences. Il a dit ça peut être un couteau à double tranchant, d'accord, mais dans cette Coupe d'Afrique, pour le moment, je pense que le jeu produit par cette jeune équipe malienne, ça plaît énormément. Maintenant, l'important sera la récupération dont il a parlé pour aborder les huitièmes de finale lundi prochain. Le huitième de finale lundi prochain, c'est une phase à élimination directe. Salif Diakité, comment les EG doivent aborder cette rencontre? Oui, bon, là où nous sommes maintenant, ce sont des matchs à élimination directe. Personne n'a plus droit à l'erreur. Donc les EG sont conscients de cela et savent qu'ils sont là-bas pour faire un résultat, vu qu'on a pas pu atteindre le dernier carré de la compétition depuis bon nombre d'années. Donc les EG du Mali doivent tout faire pour aborder ce match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. Ben Barek l'a dit, lors des différentes confrontations entre le Mali et la Côte d'Ivoire en phase finale de la CAN, le Mali n'a jamais gagné. Ça va être la 5e confrontation entre les deux pays. Mais moi, je préfère plutôt me baser sur les deux dernière confrontation. Voilà, on se rappelle en 2015, le Mali quand même a accroché la Côte d'Ivoire 1-1. Ensuite, lors de l'édition 2012, on avait perdu de justesse en demi-finale 1-0. Donc, qu'est-ce qui prouve que cette année n'est pas la nôtre? Non, aussi et surtout, Salif, quand on regarde le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde à Bouaké, ensuite la première journée des éliminatoires ici à Bamako contre cette équipe, même équipe ivoirienne, ça a été très compliqué en fait pour les Ivoiriens. N'eût été la jeunesse de cette équipe à Bamako, peut-être qu'un match nul, ça a été considéré comme une défaite pour bon nombre. Mais aussi, il faut qu'on regarde la réalité en face. Ce n'est plus cette équipe ivoirienne en réalité qu'on avait. Cette équipe de Côte d'Ivoire présente à la Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui est en manque de jeu, qui n'a pas un contenu de ce qu'on peut attendre d'un ancien champion ou d'une équipe qui va aller loin. Cette réaction m'amène à poser une question à Ben Barek. On sait que, par exemple, que plus de la moitié de cette sélection, la quasi-totalité, même si je peux me permettre de le dire, n'a pas joué contre la Côte d'Ivoire en phase finale de la CAN. Parce que je sais que
La personne qui a fait plus de CAN, c'est Moula Wagué, qui a sa 3e CAN. Est-ce que cela peut changer quelque chose? C'est ce que je disais, que c'est une équipe jeune, qui est insouciante. Et le Mali va être dans une position d'outsider. Et cette position va permettre aux aigles du Mali de ne pas avoir une densité émotionnelle élevée, parce que cette densité peut faire mal à une équipe. Donc, moi, je crois que côté ivoirien, ils vont avoir la densité émotionnelle extrêmement élevée. Et le Mali n'a qu'à jouer seulement la tête vide. Et ce sont des jeunes qui n'ont jamais joué contre la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'opportunité les a offert d'être quelqu'un dans cette compétition en Égypte. Donc face à l'ocre ivoirien, entre guillemets, ces jeunes vont essayer vraiment de mettre tout en œuvre pour essayer vraiment d'effacer, entre guillemets, ces signes d'Indiens qui se trouvent entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais cela dépendra du discours que l'entraîneur va tenir à ces jeunes. Vous savez, Mariam, les entraîneurs, ils ont un rôle technico-tactique qui est leur rôle fondamental. Mais sachez que les entraîneurs ont un boulot plus managérial aussi à ce stade de la compétition. Moi, je crois que Fousseni Diawara et Mohamed Makasouba vont essayer d'avoir le grand discours, un discours digne de son nom, qui va permettre à ces jeunes vraiment d'affronter vaillamment cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, qui n'est pas vraiment une foudre de guerre. Salif Diakité, briser le signe indien, Mali-Côte d'Ivoire, ça peut se jouer sur quoi? Techniquement, tactiquement ou l'expérience? Oui, il y a un peu de tout, hein. Ça peut se jouer surtout sur les détails. Voilà. La Côte d'Ivoire est certes par favori, mais le Mali aussi aura son mot à dire. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire aussi a une équipe jeune, tout comme le Mali. Donc, comme j'ai eu à le dire, comme Ben a eu à le dire, c'est pas du tout une foudre de guerre. Tout le monde est là pour faire un résultat. Et si tu veux aller loin, il faudra forcément battre cette équipe ivoirienne. Les Ivoiriens ont quand même montré quelques signes de fébrilité lors du premier tour. Moi, j'ai envie de dire que lors de leur rencontre inaugurale contre l'Afrique du Sud, ils ont échappé belle. Contre Maroc, ils ont perdu 1-0. Lors de la 3e journée également, ils ont échappé balle parce que l'adversaire en face avait largement dominé les débats, mais ils ont été un petit peu naïfs sur les conclusions. C'est ce qui a permis à cette équipe ivoirienne de s'imposer. Cela, l'expérience a parlé à ce niveau, à mon avis. Et je vous dis aussi que cette rencontre entre le Mali et la Côte d'Ivoire va se jouer avec des styles diamétralement opposés. Nous avons un style technique indirect des aigles du Mali. Mais les Ivoiriens, cherchant la technicité individuelle et collective de cette équipe nationale du Mali, vont mettre le débat sur un plan athlétique et physique. Donc, à Makasouba et les siens, vraiment de s'y préparer pour un choc au niveau de la récupération. La bataille de milieu de terrain va faire rage. Donc, moi, je crois que les uns et les autres sont avisés. Demba, coach, si vous étiez à la place de Makasouba aujourd'hui, qu'allez-vous dire à vos joueurs? D'abord, le jeu qui les qualifie, le jeu dont tout le monde se sent fier de cette équipe, c'est le jeu de possession, c'est-à-dire les jeunes, ils aiment avoir le ballon, c'est-à-dire jouer ensemble de la base au sommet, c'est-à-dire ne lancer les attaques que lorsque cela est nécessaire et essayer de préparer au mieux. C'est ce que Ben disait tout de suite, style indirect, c'est-à-dire par des attaques placées, jouer au maximum, avoir le ballon la plupart du temps, ensuite essayer de pousser l'adversaire jusqu'à l'avoir soit à l'usure ou jusqu'à ce que l'adversaire fasse des erreurs de placement. Là, on peut bondir. Donc, le Mali a intérêt à jouer de la sorte. De deux, le Mali aussi a intérêt à jouer beaucoup plus simple, à ne pas vouloir porter trop ce ballon qui va amener souvent les contacts. Donc, le jeu en mouvement, les une touche, deux touches de la progression, je pense que lorsqu'on va pouvoir mettre cela en place, ça va être très important. Ensuite, un autre aspect, c'est vrai, le discours de l'entraîneur est là, mais aussi, avant, il y a le travail du staff médical pour la récupération de joueurs. Après les 3 matchs, d'abord de faire un état de lieu, de présenter quelque chose à l'entraîneur et de tout faire pour récupérer le joueur le jour J, que toute l'équipe soit à 100%. Ça, c'est très important. Maintenant, le discours de l'entraîneur Makasouba, ça ne va pas changer parce que déjà,
Il a dit avant qu'ils vont jouer pour être premiers. Ils ne pensent pas à l'équipe qu'ils vont rencontrer en huitième de finale. Pour eux, l'important d'abord, c'est de se qualifier, étant premier, sur une bonne note, ensuite se reposer et bien préparer le match de huitième de finale contre la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, peut-être certains vont dire pourquoi on n'a pas joué le Nour pour les éviter, pourquoi on ne s'est pas fait battre pour les éviter, mais c'est une génération de joueurs au Mali et d'encadreurs au Mali que nous avons qui n'ont pas peur de cette équipe de Côte d'Ivoire, vu surtout ce que cette équipe ivoirienne a prouvé durant cette Coupe d'Afrique Égypte 2019. Et éviter surtout un football statique, c'est comme on a eu à constater lors de la rencontre Mali et Tunisie. On a vu une équipe malienne complètement statique qui ne bouge pas, donnant beaucoup de fils à retordre vraiment aux passeurs ou bien aux distributeurs du moment. Donc ce sont des trucs qu'on doit tout faire pour éviter. Je ne suis pas un entraîneur, mais c'est un constat d'un journaliste sportif. Moi, je crois que les leçons seront tirées par rapport à ce football statique qui peut vraiment faire plaisir à des équipes adverses comme la Côte d'Ivoire. Donc l'espoir est permis Mali-Côte d'Ivoire le lundi. J'espère que nous serons à la hauteur. Mais Salif Diakité, nous savons que les Aigles nous gratifient de belles prestations à la CAN, mais le Mali est quand même sans fédération. Comment vous voyez l'AG du 29 ? Oui, je crois que on n'allait même pas participer à cette CAN. Je ne vous apprends rien en disant cela. On risquait de rater cette CAN vu que les dirigeants maliens ne s'entendent pas. Mais j'espère que ce n'est qu'une partie remise. La prestation de l'équipe a convaincu tout le monde. J'espère que les acteurs vont se donner la main et l'AG du 29 va se conclure sur une bonne note. On aura enfin un président qui sera légitimement élu. Ben Barek, la crise a-t-elle eu un impact sur nos aigles ? La crise a eu un impact sur le Mali. Parce que les aigles font partie du Mali. Cette crise-là a éclaboussé, cette crise-là a brisé des amitiés de plus de 40 ans entre ceux qui se retrouvaient toutes les journées dominicales dans l'antre du football malien au stade Omnisport Modibo Keïta. Mais une crise est venue et a tout mis vraiment dans la poubelle. C'est regrettable. Mais la cause, ce n'est d'autre que le non-respect, la non-applicabilité des règles et les lois qui font aujourd'hui qui régissent sur le football dans notre pays. Moi, je crois que cette crise-là va servir de leçon aux uns et aux autres et ça ne va plus se répéter après l'AG du 29 août prochain. Coach Demba, êtes-vous d'avis que la crise a joué sur tout le Mali, les aigles, tout le monde, sachant que vous, en tant que coach, on a vu que les aiglonnés quand même ont pu participer, n'ont pas pu aller quand même à la CAN de leur catégorie, les U17? Bon, je pense que déjà, quand on parle de crise, ça veut dire que ça ne va pas. Quand on parle de crise, ça veut dire que quelque part, ça cloche. S'ils savaient que maintenant, c'est au niveau des dirigeants, je pense que c'est quelque chose qu'on peut déplorer. Comme on est sur une voie où peut-être maximum dans 2 mois, on sera fixé définitivement, j'ose tout simplement espérer qu'on laisse derrière cette crise. Ça a impacté le football. Ça a mis beaucoup de personnes à dos. Ça a fortement déstabilisé le monde du football. Donc, qui se retrouvent entre eux et qu'on trouve rapidement une solution. Après l'adoption des nouveaux textes, peut-on s'attendre à un nouveau bureau sans quiproquo? Parce qu'on sait qu'on a l'habitude de voir à chaque AG, c'est des problèmes à n'en plus finir. Oui, c'est difficile à dire. Mais s'ils sont conscients de l'avenir de ce pays, de l'avenir du football malien, je pense qu'ils doivent s'entendre et ils ont intérêt à s'entendre. Voilà. Ben Barek, avez-vous connaissance des critères pour être aujourd'hui candidat pour diriger la FEMAFOOT? Bon, je n'ai pas vraiment connaissance de tous les critères pour être candidat au niveau de la Fédération malienne de football dans son comité exécutif. Mais ce qui est sûr et certain, il faut être du monde du football, il faut être un connaisseur de football, il faut avoir un bagage intellectuel digne de ce nom parce que cela est obligatoire
actuellement pour gérer le football qui est universel et qui donne un langage universel qui est basé aujourd'hui sur beaucoup de choses parce que le foot est devenu capitaliste. Donc, ce sont des entreprises que les dirigeants au niveau des différents comités exécutifs gèrent. Donc, par rapport à cela, il faut avoir un bagage digne de ce nom. Il faut être un connaisseur du football. Il faut avoir ce qu'on appelle un carnet d'adresses digne de ce nom pour gérer le comité exécutif de la Fédération malienne de football. Moi, je crois qu'au Mali, on en a beaucoup et les uns et les autres vont essayer vraiment de s'y mettre, de nous donner des projets dignes de ce nom pour être président du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Mais ce qui est sûr et certain, moi, je crois qu'après cette assemblée générale du 29 août prochain, le Mali va mettre cette crise par derrière et cette crise qui va nous servir de leçon pour l'éternité parce qu'elle a fait beaucoup de mal à ce football malien. Quel peut être le profil d'un bon candidat pour diriger la FEMAFOOT Demba? Un rassembleur, quelqu'un qui ne va pas garder peut-être de rancune pour cette crise parce qu'il y a eu trop de prises de position, parce qu'il y a eu trop de conflits, donc que le prochain président soit quelqu'un qui puisse rassembler, ça va être très important. Rassembler, mais surtout respecter la loi. Respecter la loi, ça c'est le côté fondamental. Cette crise a eu comme déclencheur le non-respect des règlements et les lois du football au Mali. On sait que lors de l'adoption des nouveaux textes de la FEMAFOOT, le bémol qui est sorti dedans, c'est qu'il faut obligatoirement une femme pour qu'une liste soit validée. Est-ce que, Salif Diakité, nous avons assez de femmes au niveau des associations de football? Si, on a assez de femmes au niveau des associations. Des associations. Il y a également des anciennes internationales qui aujourd'hui sont capables quand même de participer à cette fête, si vous voulez. Voilà, donc j'ai vraiment aimé cette partie. Il faudrait quand même que cela soit respecté par tous les candidats, sinon ta liste ne sera pas validée. Donc les femmes sont les bienvenues maintenant. Et même Mariam, on risque de te contacter dans les prochains jours à venir. Ah, mais moi je ne suis pas membre d'une association de football. Tu n'es pas membre d'une association de football. Il n'est pas forcément dit d'être membre d'une association de football pour que tu puisses te retrouver sur la liste d'un candidat. Des candidats libres. Voilà, il y a des candidats libres. Alors, est-ce qu'une femme, obligatoirement sur une liste, une femme aujourd'hui peut bien gérer le football par rapport aux hommes qu'on a vu passer la FEMAFOOT? Ça dépendra de la capacité de cette femme, parce que femme ou homme, la gestion d'une entreprise est une question de capacité. Donc, si elle a les capacités, elle a cette force de gérer les hommes, si elle a homme avec grand H, si elle a aussi cette forte personnalité, moi je crois qu'elle peut gérer. Il y a des femmes premières ministres, il y a eu des femmes premières ministres au Mali, il y a eu des femmes chefs d'institution au Mali. Donc la FEMAFOOT, le comité exécutif de la FEMAFOOT ne peut pas faire exception à la règle. Donc aux femmes vraiment d'être ce qu'elles sont. Coach Demba Traoré, au regard de tout ce qui s'est passé, est-ce que le CONOR, le comité de normalisation chargé de gérer notre football, a su bien gérer pendant cette période intérimaire? Bon, a su bien gérer. Peut-être que le moment du bilan viendra, mais je pense que le CONOR étant venu dans des situations que tout le monde connaît, moi je pense que peut-être il faut plutôt dire est-ce qu'il fallait permettre au CONOR de venir au Mali? Ça c'est personnel à moi, parce que bien avant l'instauration du CONOR, moi c'était ça. Moi je dis que dans tous les pays où on a installé le CONOR, ça veut dire qu'il y a échec. Et si le CONOR vient, ils viennent pour un temps pour essayer de nettoyer ce qu'on leur demande de faire. Ça, c'est naturel. Mais pour moi, est-ce qu'il fallait même le CONOR au Mali? C'est parce que ceux qui étaient là ont failli. Et si ceux-là ont failli, je pense que le CONOR est venu pour gérer. Donc le CONOR va gérer l'assemblée du 29 août. L'arrivée du CONOR a-t-il été salutaire, Salif? À mon avis, non.
Ça n'a pas du tout été salutaire parce que l'arrivée du Conor même n'est pas du tout bon pour un pays comme le Mali. On était quand même sur une lancée, mais je vois bien que l'arrivée du Conor a un petit peu freiné cette lancée. Voilà, donc si vous voyez que le Conor a été installé, ce qui veut dire que ça n'allait pas aussi. Donc il fallait d'une manière ça pour identifier un petit peu les choses. Maintenant que les gens se sont rendus compte que l'arrivée du Conor ne fait pas forcément l'affaire. Donc, les gens vont se ressaisir et ils ne voudront plus jamais que... Ça ne fait pas l'affaire, mais qu'est-ce qu'on reproche à la gestion du Conor? Non, c'est pas le... Bon, moi personnellement, Oui. c'est pas la gestion du Conor en fait. Mais c'est que quand on voit le Conor, ça veut dire qu'il y a échec dans le pays. Est-ce que dans le milieu du sport, on doit pouvoir s'entre-déchirer jusqu'à ne pas s'entendre et faire appel à des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine du sport pour venir diriger? Moi personnellement, c'est ça. Sinon, c'est pas par rapport à la gestion. Mais il a fallu au moins se renouveler leur mandat à 3 reprises pour arriver à organiser l'adoption l'AG pour l'adoption des nouveaux textes. Ben Barek, comment vous voyez ça? Mais c'était tout à fait normal. Vous savez, on peut, avec 100 grammes de TNT qui est explosif, extrêmement dangereux, on peut faire descendre en moins de 4 minutes un building de plus de 100 étages. Mais pour en construire, ça prend combien de temps? Combien de milliards en CFA? Donc, il est facile de détruire, hein, mais construire demande beaucoup de travail. Moi, je crois que la reconduction des mandats au niveau du Conor, c'était tout à fait normal. Si tu n'étais pas gâté, est-ce que le Conor allait être là? Donc, quand on appelle les pompiers, ça veut dire que la maison a pris feu. Et là, le Conor est en train de jouer ce rôle de pompier qui n'est pas du tout facile. Si c'était facile, on n'allait pas arriver à faire appel à ce Conor. Moi, je crois que c'était digne et c'était réel. Et c'était normal aussi. C'était normal pour vous qu'on fasse appel à ce Conor-là, d'après ce qu'il dit? Oui, c'était normal, mais on a vu qu'on avait donné 3 mois seulement au Conor de régler les choses. Mais ça allait au-delà de ça. Vous l'avez dit, le mandat du Conor a été prorogé à 3 reprises. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient s'éterniser au pouvoir, je ne sais pas. Mais ils avaient du mal aussi à exécuter les différentes feuilles de route de la FIFA. Donc, maintenant, tout est pratiquement terminé. J'espère bien que l'AG du 29 juillet, on aura un comité exécutif. Le football va de l'avant malgré les quelques problèmes au sein de la Fédération malienne de football, mais je sais que vous êtes tous football. Mais nous allons parler un tout petit peu de basketball. Vous avez suivi l'actualité du basketball, le Mali qui est en Coupe du Monde U19, le Mali qui, contrairement aux autres années, vient de faire 2 victoires. D'habitude, on revient sans victoire en Coupe du Monde. Les Maliens qui ont pu battre les Canadiens, la Lituanie et faire une défaite contre l'Australie. Comment vous voyez le sport, le basketball malien? Oui, contrairement au football, le basketball malien quand même connaît des airs de gloire à nos jours. Maintenant, vous l'avez dit, lors de cette Coupe du Monde, le Mali quand même a pu aligner 2 victoires, ce qui n'était jamais arrivé. Depuis 2007. Voilà, donc c'est déjà une très bonne chose. J'espère que c'est eux qui sont champions d'Afrique en titre. Ils sont en train de défendre non seulement les couleurs du Mali, mais aussi les couleurs de l'Afrique. S'ils ont pu battre quand même le champion du monde en titre, c'est une très bonne chose. J'espère qu'ils vont rester sur cette lancée. Alors, coach, on sait que la Fédération malienne de basketball, il n'y a pas de problème. La Fédé, ils ont leur agent normalement. Et pourquoi le football, c'est la seule association qui nous pose problème? Parce que c'est l'association qui tire beaucoup plus le monde. Ensuite, c'est l'association qui aujourd'hui gère beaucoup plus de, si on peut dire ainsi, de fortune. Ensuite, je pense que c'est aussi lieu dans lequel maintenant beaucoup viennent avec les équipes, créer les équipes, beaucoup viennent dedans, jouer les championnats, avoir le maximum de joueurs, les monnayer ou essayer de vendre le joueur. Donc le milieu aujourd'hui du football, du sport en général, c'est le marketing. On vient, on investit et on veut tout le plus rapidement récupérer ce qu'on a mis dedans. Donc pour le football, je pense que c'est un peu ça, mais aussi surtout
comme maintenant, ils ont uniformisé les textes de la Fédération malienne de football avec les textes de la FIFA, peut-être qu'on aura moins de problèmes avec tout ce qu'on a connu. Maintenant, je pense qu'on peut aller de l'avant. Ben Barek, qu'est-ce qui fait qu'au niveau de la Fédération malienne de basketball FMBP, on n'a pratiquement pas de problème? Même s'il y a crise quand même, ça se passe, ça se règle vite fait, mais au niveau de la FEMAFOOT, ça va loin. Demba l'a bien dit, le football, c'est la discipline qui attire vraiment beaucoup de personnes. C'est le sport roi, entre guillemets. En dépit de tout cela, il y a ce côté lucratif qui est là. Donc, quand il y a de l'argent, il y a le monde. Quand il y a le monde, moi, je crois qu'il y a tiraillement. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes au niveau de la Fédération malienne de football. Moi, je crois qu'on doit tout faire après l'uniformisation des textes et lois avec l'instance suprême du football international, la FIFA. On va essayer vraiment de ne plus s'amuser à la matière. Les fautifs doivent être répriés carrément pour ne pas vraiment enfoncer le couteau pour mettre une autre plaie qui va en découler avec une autre crise au sein du football malien. Sinon, le problème, ce n'est d'autre chose que le problème d'argent. Les gens viennent non pas pour servir le football, mais pour s'en servir du football. Et tant qu'on a cette idée dans la tête, moi je crois que ça ne peut pas aller. Ce n'est pas au niveau de la Fédération malienne de football seulement, même au niveau de nos clubs. Regardez les clubs. Les gens demandent à être présents, à être présents, à être présents. Mais ces présents-là, qu'est-ce qu'ils amènent comme feuille de route à la matière pour faire avancer leur club? Aucun club malien n'a un sponsor. Ils ont tous un sponsor général dont je tairai le nom sur ce plateau. Moi, je crois que c'est honteux pour ces dirigeants du football malien qui sont incapables vraiment d'avoir des sponsors pour leur club, mais qui se battent pour être à la tête de la Fédération malienne de football. Moi, je crois qu'on doit débuter d'abord au niveau de sa base, faire ses preuves au niveau de sa base, enfin d'essayer vraiment d'être à la tête de l'instance suprême du football malien. Donc ce sont des trucs qui sont là, qui font aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tiraillements pour être président de la Fédération malienne de football. Et regardez les candidats, ceux qui investissent en termes d'argent, en termes d'efforts physiques et intellectuels pour avoir la tête de la Fédération malienne de football. Et s'ils investissaient ça au sein de leur club, moi je crois que le Mali allait être dans les Ligues des Champions, les stades, le Joliba, le Real allait être dans les Ligues des Champions, qui est une compétition lucrative, hyper lucrative maintenant après l'arrivée d'Amad Damad au niveau de la Confédération africaine de football. Moi je crois qu'on doit essayer de créer des nouveaux critères pour être président de la Fédération malienne de football. Parce que cela est tout à fait... mais attendez, il parle de critères. Je sais que la crise est arrivée à un moment donné où on avait deux clans, le clan Salah Babi, le clan Bavi et Touré. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le lancement des candidatures, les candidatures qui ont été lancées, ces deux personnes ont toujours la légitimité de diriger la FEMAFOOT? Oui, on peut dire qu'ils ont la légitimité de diriger la FEMAFOOT parce que c'est eux qui se sont prononcés dès le départ. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont presque divisé le quorum entre ces deux candidats. Maintenant, celui qui viendra pour les rivaliser aura du mal à récolter quelques voix par-ci, par-là. Donc, je pense que Bavi et Salah Babi sont très bien partis à ce niveau. Êtes-vous d'avis qu'il n'y aura aucun candidat pour rivaliser contre Bavi et Salah? On attend d'abord de voir comme il y a l'appel à candidature qui a été lancé. Donc ça va prendre fin dans un mois, je pense bien. Donc on va attendre voir. Si c'est les deux qui continuent, ils ont commencé depuis. S'il y a un autre candidat qui vient s'ajouter, la voie est ouverte. Il faut tout simplement répondre aux critères. Moi, je pense que par rapport à ce niveau, je ne vois pas de souci. C'est open, c'est open. Même Mariam, toi, tu peux te présenter comme candidat à la présidence de la Fédération malienne de football. C'est open. Certes, les deux candidats potentiels
eh bien, c'est Bavier et puis Salah Babi. Mais sinon, moi je crois qu'il y a d'autres qui sont en train vraiment de se présenter. Mais au bout du compte, on va voir quels sont ces candidats qui vont rivaliser avec ces deux têtes de proue, à savoir Salah Babi et Bavier Touré. Merci beaucoup, chers invités. C'est la fin de cette émission consacrée au football. Nous avons parlé de la participation des Aigles du Mali à la CAN Égypte 2019 et les Aigles qui font des résultats malgré que le pays est en crise, malgré que le football du Mali plutôt est en crise. Comme invité, on avait Demba Mamadou Traoré, entraîneur adjoint des Aiglonnés du Mali, c'est-à-dire les moins de 17 ans. Mamadi Sidibé, Di Benbarek, chroniqueur sportif à la radio Benkan, Salif Diakité à radio Bamakan, j'y arrive, et Salif Diakité, journaliste sportif au site d'information Foot Mali. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, à la technique Gagny Kanté. Merci et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.